Bonjour à tous. Sommes-nous en train de vivre les derniers mois de calme relatif avant un effondrement du marché de l'argent physique? C'est bien possible, si on en croit ce post publié le 25 mars 2021 sur le forum Reddit. Pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, je vous mets le lien en description, c'est incroyablement détaillé. Je vais traduire et essayer de vous expliquer tout ça en un temps raisonnable. Mais si vous pensiez que le prix des métaux précieux était libre, alors accrochez-vous, parce que vous êtes parti pour un tour de grand 8. Il existe en fait un cycle parfaitement organisé pour assurer des profits colossaux à certaines banques, la JP Morgan en tête. Cette publication a profondément modifié ma vision des choses, que j'avais expliqué dans cette vidéo. Vous pouvez quand même aller la regarder si vous voulez savoir comment fonctionne le marché des futurs, ainsi que comprendre le concept de squeeze. Juste avant de vous détailler le fonctionnement de cette machine à profit parfaitement huilée, laissez-moi vous rappeler comment ça devrait se passer dans un monde normal. Il existe des structures qu'on appelle les ETF, qui simplifient l'exposition à certaines matières premières pour les investisseurs. Par exemple pour le pétrole, c'est beaucoup plus pratique d'acheter des parts d'ETF indexées sur le cours du pétrole que des barils directement. Pour l'argent métal, c'est pareil. Il existe plusieurs ETF. Si vous pensez que l'argent va monter, vous achetez une ou plusieurs parts, un peu comme des actions. Si le cours monte, vous pouvez revendre et réaliser une plus-value. Les ETF sont censés stocker la contrepartie physique des parts émises. Si vous achetez l'équivalent d'1 kg d'argent, l'ETF est censé aller l'acheter physiquement et le stocker avant d'émettre votre part. Donc si beaucoup de monde veut des parts en même temps, l'ETF devrait acheter beaucoup d'argent et ça devrait avoir pour effet de tirer le cours vers le haut. C'est comme ça que ça se passe pour les actions. Quand des millions de personnes achètent la même action, le prix monte. Pour un ETF pétrolier comme USO par exemple, si des millions de personnes l'achètent, l'ETF va à son tour acheter directement des contrats futurs et le prix va monter. Ça paraît simple comme ça. Mais vous vous doutez bien qu'il va y avoir des surprises du côté de l'argent. On va beaucoup parler de SLV, qui est le principal ETF sur l'argent. Alors l'auteur du post commence par citer une phrase de Jeff Currie, qui est économiste, spécialiste des métaux précieux chez Goldman Sachs, et que je vous traduis au sujet du Silver Squeeze. Je ne vois pas comment on pourrait créer un Silver Squeeze. Les vendeurs à découvert sont les ETF. Ils achètent le métal, puis le short sur le COMEX. Alors cette phrase est bizarre. SLV n'a pas besoin de se couvrir, logiquement, en vendant à découvert, puisque ce sont les investisseurs, vous, moi, qui supportent le risque de prix. Si vous avez acheté des parts et que le cours baisse, c'est vous qui subissez la perte, pas SLV. De plus, SLV n'a même pas le droit de participer au marché des futurs, comme indiqué dans le prospectus de l'ETF. Alors, qu'est-ce que Jeff Currie a voulu dire? En réalité, SLV n'est pas vendeur à découvert sur l'argent. C'est son custodian, la JP Morgan, qui l'est. Et oui, il faut savoir que les ETF ne détiennent pas directement le métal. Elles font appel à ce qu'on appelle des custodians, souvent des banques. Par exemple, l'ETF SLV a pour custodian la banque JP Morgan. Et bien entendu, cet exemple n'est pas choisi au hasard. Pour info, le COMEX, c'est le marché des contrats futurs. Je vous renvoie vers ma vidéo précédente. La JP Morgan, c'est une banque très puissante, à la réputation sulfureuse, et qui possède physiquement plus d'1 milliard d'onces d'argent. Une partie de cet argent est stocké dans des coffres à Londres, et ces réserves vont servir de tampon, comme vous allez le voir. Étape numéro 1, la JP Morgan est assise sur un stock immense, et le prix de l'argent monte. Étape numéro 2, voyant le prix monter, des investisseurs achètent du SLV. La JP Morgan vend une partie de son argent à l'ETF, mais au prix fort évidemment. Étape 3, en même temps, JP Morgan va vendre à découvert sur le marché des futurs. Bien entendu, les volumes sont tels que le prix baisse. Étape numéro 4. Les investisseurs découragés revendent leur part SLV à perte. La JP Morgan rachète l'argent, mais moins cher. La banque en profite pour reconstituer son stock. Étape numéro 5. La JP Morgan a retrouvé son argent, elle couvre ses positions de vente à découvert. On est revenu au point de départ, le cycle peut recommencer. Enfin, au point de départ, si on oublie les profits réalisés par la banque. Ainsi, l'ETF SLV est maintenu complètement en dehors du marché physique de l'argent, grâce à ses stocks tampons. Le prix de l'argent est déterminé à part sur le marché des futurs, et la JP Morgan alimente le SLV depuis une source déjà constituée et parfaitement sous contrôle. Alors comment est-ce qu'on sait tout ça? L'auteur du post nous montre ensuite ce graphique. Vous avez ici en bleu les mouvements sur l'ETF SLV
et en orange, les positions short des banques. Plus la courbe monte, plus les positions de vente à découvert sont importantes. Le graphique remonte jusqu'à 2007 et on voit très bien que à chaque fois que l'ETF SLV rentre du volume ici, et bien juste après, les banques commencent à vendre l'argent à découvert. Une fois que les volumes SLV commencent à baisser, eh bien les banques viennent réduire leur position à découvert. Ça se reproduit ici en décembre 2012, puis au moment de la décroissance sur SLV, les banques couvrent leur position, et ainsi de suite. À chaque fois, avec un très léger décalage, les banques viennent augmenter puis réduire leur position short. On remarque néanmoins que le volume de ces positions short n'a cessé d'augmenter, ce qui rend plus probable le succès d'un éventuel silver squeeze. Mais qu'est-ce qui empêchera ce cycle de continuer? La banque a déjà été condamnée à plusieurs reprises, mais l'auteur du post considère qu'elle a simplement intégré le montant des amendes comme de simples frais qu'il est nécessaire de payer pour pouvoir continuer à manipuler le marché. Et pourtant, les signes de tension se multiplient et il n'est pas impossible que les choses changent. D'habitude, les volumes sur le SLV commencent à diminuer avant que les positions short ne soient couvertes. Mais on le voit ici, dès l'été 2020, certaines banques ont commencé à sentir le vent tourner et ont réduit leur position alors que la collecte nette du SLV était encore très largement positive. Et maintenant, la corrélation entre le cours de l'argent et les demandes de livraison effectives. L'auteur du post nous propose la phrase suivante: si ce sont les banques qui ont l'argent, alors le prix pourra monter, mais si c'est vous qui avez l'argent, alors le prix sera forcé à la baisse. On voit ici en bleu que tant que les demandes de livraison baissent, le prix peut monter. En revanche, quand les gens commencent à manifester de l'intérêt pour l'argent et veulent être livrés, eh bien le prix est forcé à la baisse. Ça se reproduit ici, une baisse des livraisons, une hausse du prix, et inversement, dès que les demandes de livraison augmentent. SLV, c'est le principal ETF, mais il n'y a pas que lui. Vous avez ici la liste des principaux ETF sur l'argent, avec ici leur nom, et ici le nom de l'entreprise qui garde l'argent pour les ETF. La JP Morgan apparaît quand même à de très nombreuses reprises. Et maintenant, je vous laisse comparer la courbe des livraisons effectives d'argent, dont la croissance devient absolument parabolique, avec celle des stocks du COMEX, qui diminue à vue d'œil. Alors comment réagir en tant qu'investisseur? Si vous tenez absolument à acheter des ETF, sachez qu'il y en a un qui fait à peu près bien son travail. C'est le PSLV. Contrairement au SLV, il achète réellement l'argent sur le marché. Il le stocke dans les coffres de la Royal Canadian Mint, qui sont audités indépendamment, contrairement à ceux de la JP Morgan à Londres. Mais bien sûr, la meilleure option, selon moi, ça reste d'acheter de l'argent physique. J'en accumule depuis plus d'1 an maintenant, et la manipulation des prix a au moins un avantage en ce moment, permettre à ceux qui le veulent d'investir sans payer trop cher. En ce moment, sur acheterargent.fr, il faut absolument aller voir du côté de la Grande-Bretagne. La Royal Mint vient de sortir la première pièce d'une nouvelle collection. Vous voyez, ça serait une collection de 9 pièces. C'est la Robin des Bois. Vous avez aussi bien entendu la Britannia, une once, qui est en ce moment, si je dis pas de bêtises, la pièce d'une once moderne la moins chère que vous pouvez trouver. Et si c'est plus l'or qui vous intéresse, eh bien, du côté de la Grande-Bretagne, ils ont sorti les mêmes. La une once Robin des Bois en or, et bien sûr, la Britannia, qui a une prime tout à fait raisonnable. Toujours du côté de l'or, si ce qui vous intéresse, c'est de payer le moins cher possible, alors c'est du côté des Pays-Bas qu'il faut aller. La 10 florins est vraiment la pièce avec la prime la plus basse que je connaisse. Et si vous envisagez de passer une commande, sachez que tout au long du mois d'avril, il y aura 4 tirages au sort parmi les personnes qui auront acheté quelque chose, avec une pièce de 20 francs Napoléon en or à gagner par semaine. Vous pouvez aller consulter les détails sur le site acheterhorargent.fr. On vérifie le petit pouce bleu vers le haut qui m'aide beaucoup pour le référencement, et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, soyez prudents dans vos investissements, mais restez curieux. Il y a vraiment plein de choses à découvrir.